L'hiver n'est pas la saison préférée des abeilles. Depuis l'automne, elles sont agglutinées au milieu de la ruche et forment une énorme boule autour de la reine pour la réchauffer. Ainsi, même les jours de grand froid, la température au centre de cette grappe vivante descend rarement en dessous de 25 degrés. L'hécatombe est importante et la colonie va diminuer lentement jusqu'au printemps. Pendant ce temps, les apiculteurs en profitent pour fabriquer des ruches et des cadres. Les ruches modernes répondent à des normes très précises pour obtenir un rendement maximal et un confort accru chez les abeilles. Autrefois, les colonies étaient hébergées dans des troncs d'arbres ou des paniers en osier, mais l'accès aux rayons de miel était difficile et beaucoup d'abeilles étaient sacrifiées au cours des manipulations. Une fois la ruche pratiquement terminée, il ne reste plus qu'à fixer sur les cadres les plaques de cire moulées en chauffant électriquement les fils métalliques du support. Les abeilles vont maintenant refaçonner les alvéoles à leur convenance avec la cire sécrétée par leurs glandes abdominales. Tiens, les premières jonquilles. L'hiver serait-il terminé ? Les fleurs étalent aussitôt leur charme, et si elles fabriquent du nectar, arborent de belles couleurs et émettent des odeurs, ce n'est pas sans raison. C'est tout simplement pour séduire les insectes dont elles ont impérativement besoin pour transporter le pollen d'une corolle à l'autre et assurer ainsi leur fécondation. En butinant la sauge, par exemple, ce bourdon déclenche l'abaissement des étamines sur son dos. Du pollen va s'en libérer et l'insecte servira de transporteur jusqu'aux fleurs suivantes. La coopération est parfaite. En France, plusieurs centaines de plantes sont butinées par les abeilles, mais seulement une trentaine ont un intérêt apicole, c'est-à-dire susceptibles d'apporter, les jours de pleine floraison, une quantité de nectar équivalente à plusieurs kilos de miel et autant de pollen. Les fleurs ne fournissent pas toujours les deux, comme le coquelicot qui n'a que du pollen à offrir. Même les plantes réputées toxiques, comme le lierre grimpant ou le muguet, donnent du miel consommable. D'autres, comme la digitale, réputée pour son action cardiaque, sont laissées au bourdon. Ainsi que l'aconite, considérée comme la plante la plus toxique d'Europe. Les petites orchidées de chez nous n'ont aucun succès avec les abeilles, malgré un talent évident pour le maquillage et le déguisement. Elles peuvent même imiter l'aspect et l'odeur de la femelle des insectes qu'elles sollicitent. L'abeille, au cours de ses missions, ne butine que des fleurs de la même espèce et peut en visiter plusieurs centaines à l'heure. Le nectar est aspiré par une espèce de trompe, à l'intérieur de laquelle se trouve une minuscule langue qui sert à goûter les aliments et que l'on distingue bien sur cette séquence très ralentie.
Chez d'autres insectes butineurs, la trompe peut être très longue et flexible pour fouiller les moindres recoins sans trop se déplacer, ou tout simplement éviter de se poser. Le bombyle, lui, possède une seringue rigide qu'il introduit au plus profond des étroites corolles. Et la mouche dispose d'une éponge pour pomper les substances liquéfiées par sa salive. Quant au prélèvement du pollen, il s'effectue avec les pattes antérieures et médianes qui ramènent les petits grains sur les pattes arrière où ils formeront une énorme boule de couleur variable suivant les fleurs. L'ouvrière butineuse va ainsi s'épuiser pendant plusieurs semaines de travail acharné. Rendez-vous compte, outre le poids du pollen sur les pattes et du nectar stocké dans le jabot, il ne faut pas moins de 75 voyages pour la fabrication d'à peine 1 gramme de miel. L'ouvrière y laissera la vie après 3 semaines de butinage intensif et 800 km parcourus. De retour à la ruche, il s'agit de trouver une alvéole vide pour déposer le chargement. Et ce n'est pas gagné. Plus de 30 kilos de pollen sont ainsi récoltés au cours de l'année pour nourrir les larves et élaborer la gelée royale. Les pelotes sont ensuite tassées par une autre ouvrière. Le nectar, déjà prédigéré dans le jabot pendant le vol, est régurgité dans le jabot d'une autre ouvrière qui se chargera de poursuivre la digestion nécessaire à la transformation en miel, puis le stockera dans une alvéole. Il sera alors déshydraté par ventilation avant la pose de l'opercule de cire. Les butineuses n'en ont pas terminé pour autant, puisqu'il leur faut maintenant indiquer aux autres l'emplacement de nouvelles fleurs. Pour cela, elles utilisent la danse, la fameuse danse des abeilles, qui consiste à décrire une trajectoire en forme de cercle, si la nourriture est proche, ou de 8, si la nourriture est située au-delà de 100 mètres. La rapidité et l'amplitude des oscillations de l'abdomen renseignent sur la distance qui peut atteindre 3 km. L'orientation de la ligne droite du 8 indique la direction à prendre par rapport au soleil. Bref, le message est tellement précis que les abeilles qui l'observent se dirigent tout droit vers l'endroit indiqué. Du printemps à la fin de l'été, la reine, qui peut vivre 4 à 5 ans, est constamment entourée de nourrices qui la soignent et l'alimentent de gelée royale, très riche en protéines, qu'elle fabrique à partir du pollen dans des glandes situées près des mandibules. La reine pond environ 2000 œufs par jour dans la zone la plus chaude du rayon, constamment maintenue à la température de 35 degrés.
Les larves apparaissent 3 jours après la ponte. Elles sont nourries intensément pendant 10 jours, d'abord avec de la gelée royale, ensuite avec un mélange de miel et de pollen appelé bouillie. L'ensemble de ces larves s'appelle le couvain. L'alvéole est ensuite fermée avec un bouchon de cire, comme pour le miel, et il faudra attendre 1 semaine de plus pour que la nymphe termine sa métamorphose. Voilà à quoi ressemble un rayon, avec le miel à la périphérie, le couvain au centre et le pollen entre les deux. La naissance est toujours un spectacle étonnant. L'abeille nouveau-née découpe l'opercule de cire avec ses mandibules et reçoit du miel pour trouver la force de sortir. Et voilà une jeune ouvrière de plus. Et ici, un jeune mâle. Une semaine après la naissance, la première sortie se déroule prudemment et le premier vol reste limité à l'entrée de la ruche. Ainsi va la ruche, essentiellement composée d'une trentaine de milliers de femelles stériles, les ouvrières, qui vont successivement effectuer toutes les fonctions au cours de leurs 40 jours d'existence. La même ouvrière nettoie les alvéoles après sa naissance, puis nourrit la reine et les larves quelques jours plus tard. Ensuite, elle surveille la ruche et joue de ses antennes en permanence pour détecter les abeilles étrangères tentées par le pillage. À l'inverse, elle émet une odeur spécifique à la colonie par une glande abdominale, appelée glande de Nasonov, pour signaler l'entrée de la ruche aux égarés. On lui demande aussi de créer de nouvelles alvéoles et de réparer les dégâts éventuels sur les rayons. Quand c'est nécessaire, elle s'agrippe solidement aux autres pour former un échafaudage vivant et faciliter le travail des bâtisseuses. L'organisation est parfaite, chacune est à sa place. Et devant une telle ingéniosité pour effacer les obstacles, comment ne pas utiliser le terme d'intelligence collective ? Pendant près de 3 semaines, l'ouvrière enchaîne les activités à l'intérieur des rayons dans l'obscurité totale. Il est temps maintenant de prendre son envol pour aller butiner. Et n'oublions pas la corvée d'eau, car la colonie consomme au moins un demi-litre d'eau par jour. De vieilles ouvrières s'en chargent. Le précieux liquide sera évaporé par ventilation pour refroidir la ruche et le reste sera consommé. Et les mâles, reconnaissables à leur abdomen plus sombre, que font-ils de leur journée? On les appelle faux bourdons et non pas bourdons, le bourdon correspondant à une espèce voisine de l'abeille. Ils sont au nombre de 500 environ et ne possèdent pas de dard. Ils sont élevés dans des alvéoles plus grandes à partir d'œufs non fécondés. Ils n'ont qu'un seul rôle, attendre qu'une nouvelle reine ait besoin d'être fécondée. Alors ils se gavent de miel et parcourent les rayons, ce qui perturbe le fonctionnement de la ruche. Aussi, quand les réserves sont au plus bas ou en fin de saison, ils sont massacrés ou chassés de la ruche par les ouvrières. Les abeilles sont tellement efficaces pour améliorer la pollinisation des fleurs que leur présence est très sollicitée aux abords des cultures. C'est pourquoi certains apiculteurs passent une grande partie de leur temps à déplacer les ruches d'une région agricole à l'autre. C'est la transhumance. Le transport se déroule la nuit pour ne pas perturber les abeilles et leur permettre de butiner dès le lever du soleil.
Ici, la luzerne voit son rendement amélioré de 50% par la présence des ruches. Il en est de même pour le melon, avec ses fleurs mâles et ses fleurs femelles, ou le tournesol. Et on s'aperçoit que le travail des abeilles a bien marché, parce que sur ce capitule, vous voyez, il n'y a pas une fleur qui n'a pas été fécondée. Et on s'aperçoit que la majorité des fleurs sont à 75% de fécondation, et le reste, si il fait une semaine de beau temps encore, sera fécondé jusqu'à 100%. Après quelques mois de butinage, les stocks de miel sont importants et il est possible d'en prélever sans porter préjudice à la colonie. La partie supérieure des ruches est amovible. Elle contient les rayons que l'apiculteur va utiliser pour extraire le miel dont il a besoin. Il ne touchera pas au reste de la ruche qui nécessite d'énormes réserves pour se développer. Quand on soulève le couvercle d'une ruche, on découvre un enduit marron le long de la jointure des planches. C'est la propolis. La propolis est extraite de la sève des arbres par les abeilles et permet le colmatage des fissures. Elle est aussi utilisée pour enduire les cadavres d'insectes ou animaux plus gros qui ne peuvent pas être évacués de la ruche car son pouvoir antiseptique ralentit la putréfaction. Et si nous allions voir comment se déroule la récupération du miel et de la cire? Les opercules de cire des alvéoles sont enlevés par un système mécanique et les cadres, ainsi traités, en ressortent dégoulinants de miel. La cire des opercules, encore mélangée à du miel, est récupérée sous la machine. C'est dans la centrifugeuse que le miel est extrait des alvéoles. À la sortie de la centrifugeuse, le miel va maintenant subir une opération de décantation pendant une semaine pour le débarrasser des impuretés. Une deuxième centrifugeuse permet la récupération d'une quantité non négligeable de miel qui est resté mélangé à la cire des opercules. Il ne restera plus, au fond de la cuve, que des copeaux de cire et des débris divers. La propolis, elle, est récupérée par raclage des parois de la hausse et sera confiée à des artisans spécialisés pour la conditionner en produits utilisables en thérapeutique. Il ne reste plus qu'à séparer la cire de ses impuretés par un passage dans une chaudière adaptée. Le miel purifié est soumis à tous les tests pour satisfaire le consommateur le plus exigeant. En voyant la quantité qui s'écoule, on a du mal à imaginer que chaque gramme de miel est le résultat d'une invraisemblable organisation qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Ces énormes fûts partiront chez les distributeurs, mais le traditionnel pot de miel est toujours d'actualité pour le plaisir et la santé des amateurs.
Le travail des apiculteurs présente parfois de petits inconvénients. Et certains jours, s'ils ressemblent à des cosmonautes, c'est que leurs abeilles sont irritables et savent rappeler qu'elles piquent. À propos de piquer, voilà ce qu'il se passe au ralenti lorsque le dard, conçu comme un harpon, ne peut être retiré. L'abeille y laisse la vie, pendant que les glandes continuent à injecter le venin et que le dard s'enfonce encore un peu plus. L'abeille elle aussi peut être attaquée, et le lézard vert a vite fait d'avaler la première qui passe à sa portée. La punaise réduve n'est guère plus fréquentable. L'araignée attend patiemment son repas. L'hirondelle chasse en vol toute la journée pour nourrir ses oisillons. Le frelon se précipite sur le toit des ruches pour attraper les abeilles malades. Le sphinx, tête de mort, attend la nuit pour s'introduire dans les ruches et prélever le miel en perçant les alvéoles avec sa trompe rigide. Mais les abeilles continuent de prospérer, si bien que la ruche est parfois surpeuplée à l'issue d'une bonne floraison et il faut transférer quelques cadres dans une autre ruche pour éviter l'essaimage, c'est-à-dire le départ de la reine avec une bonne moitié de la colonie. Si malgré tout l'essaimage a lieu, de nouvelles reines sont élevées dans des alvéoles géantes. Il faut savoir que la larve de reine n'est qu'une larve d'ouvrière qui a été nourrie uniquement de gelée royale, au lieu de gelée royale les premiers jours et de bouillie de miel et de pollen ensuite. La première reine qui naît tue les suivantes et s'envole 2 jours après, suivie de nombreux mâles pour être fécondée en altitude. 24 heures après, elle commencera déjà à pondre. Entre-temps, l'essaim s'est fixé sur un arbre, attendant que les ouvrières éclaireuses aient trouvé une cavité susceptible de les accueillir. Mais c'est souvent l'apiculteur qui les retrouve et les ramène dans une belle ruche vide, sachant qu'elles ne piquent pas en cette circonstance. Les abeilles ne se font pas prier et les gardiennes signalent même l'entrée en émettant l'odeur de la colonie, ce qui évite toute dispersion et génère une fluidité surprenante dans cette masse grouillante de milliers d'individus. Et le cycle recommence.